Je te souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo que l'on va faire ensemble, qui est un petit peu particulière, elle sort vraiment de l'ordinaire. Et je t'explique pourquoi je fais cette vidéo. On vient de se faire encore attaquer sur une vidéo YouTube. On a attaqué l'activité de l'Université des hauts potentiels. Donc, je t'explique le programme. Je vais d'abord te parler de l'attaque, pourquoi je fais cette vidéo, mon point de vue, les attaques, les allégations qu'on a eues, l'exemple d'employer la mauvaise énergie dans ce type d'attaque, on va dire ça, l'exemple d'employer la bonne énergie, donc la bonne solution que je recommande, mes recommandations, ce que je retire de cette histoire, ce que je vais faire, et la conclusion de tout ça. Donc c'est une vidéo qui risque d'être peut-être un petit peu longue, mais qui va être très enrichissante, pardon. J'en bégaye, et tu me diras ce que tu penses de ce format avec les mind maps. Donc, première chose, c'est l'attaque. On a quelqu'un qui a fait sur YouTube une vidéo qui s'intitule « Le business juteux », et qui prend en exemple 1, 2, 3, 4 experts, Christelle Albaré, Antoine Pétavin, David Lefrançois et moi-même. Et en fait, il fait une grosse analyse sur l'université des hauts potentiels. Donc, déjà, qu'est-ce que j'ai fait comme réponse ? Déjà, j'ai répondu gentiment, j'ai marqué « vidéo intéressante, bravo pour les recherches » parce que la vidéo est particulièrement bien faite. Il eût été intéressant de creuser plus loin l'investigation avant de ne pas donner l'impression que la vidéo est totalement à charge. On fait des trucs bien aussi à l'université. Voilà, on fait des trucs bien aussi par rapport à ce qui est dit dans la vidéo. Et donc, la personne de la chaîne YouTube a répondu « merci pour votre commentaire ». Donc, je ne sais pas si c'est lui qui répond, je pense que oui. Mais voilà, moi j'ai pris avec ça avec beaucoup d'humour, mais c'est dommage que la vidéo ne soit pas allée plus loin, c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo-là. Donc pourquoi il a fait cette analyse un petit peu à charge ? Eh bien il le dit lui-même, c'est parce qu'on apparaît en premier sur YouTube lorsqu'on fait la recherche avec les mots-clés HP. Ce sont les 4 personnes qui ressortent sur les recherches YouTube. Mais moi ce que je me suis posé question, c'est quel est le but de cette vidéo ? Quel est l'appel à l'action ? Quel est l'intérêt pour cette personne d'avoir créé cette vidéo-là. Et c'est là où c'est intéressant d'aller comprendre le fonctionnement de l'esprit humain. Et ça, j'aime beaucoup. C'est pour ça qu'on va faire quasiment une étude de cas. Quel est le but d'avoir fait cette vidéo-là ? Donc déjà, moi, pourquoi je fais cette vidéo-là ? Il faut savoir que normalement, je ne réponds pas aux attaques, aux allégations. Tu vas comprendre un petit peu plus loin pourquoi. Je trouve que c'est de l'énergie négative. Mais dans ce cas-là, c'était un petit peu particulier. Donc déjà, il y a un côté amusement de faire une étude de cas comme ça, un peu interactive, avec quelque chose de vrai. C'est aussi le cas d'étude de la psychologie positive, c'est-à-dire le processus d'épanouissement et de coopération dans les relations. Moi, j'aime bien les mots épanouissement et coopération de la psychologie positive, c'est-à-dire quelle aurait été la bonne solution pour cette personne-là, s'il voulait mettre en avant ses idées sur l'argent, le haut potentiel, la santé mentale, avec une approche beaucoup plus positive. Et justement, avec les mots épanouissement et coopération là-dedans. Ça aurait été bien. Il y a aussi, je fais cette vidéo parce qu'il y a aussi un droit de réponse, aussi, parce que c'est vrai qu'il y a eu des attaques, des allégations. Donc on a toujours un droit de réponse. Mais c'est surtout pour se poser les bonnes questions. Pourquoi cette personne a eu une impression négative de vilain commercial avec ces 4 personnes-là, Christelle Albaré, Antoine Pétavin, David Lefrançois et moi-même. Pourquoi il y a eu cette impression négative et où est-ce que ça a accroché ? Alors il faut savoir que, comme je disais, normalement je ne réponds pas aux attaques, aux allégations, mais cette vidéo est particulièrement bien construite. Il a fait toute une recherche, une investigation sur les données de l'entreprise, le chiffre d'affaires. J'ai trouvé ça vachement... c'était amusant de voir jusqu'où les recherches étaient poussées, mais malheureusement pas assez loin de mon point de vue. Donc c'est pour ça qu'en dehors d'un hater qui va juste mettre un commentaire sur la vidéo en disant ouais, tu te fais du fric sur les hauts potentiels, là franchement la vidéo méritait l'intérêt et ça m'a donné envie d'aller réfléchir pourquoi une personne accrochée sur le fait qu'on fasse de l'argent sur les hauts potentiels, dans la thématique des hauts potentiels. Et en plus, c'est pas sur le dos, mais c'est pour les hauts potentiels. Donc on va voir ça justement ensemble. Donc première chose, mon point de vue, déjà, il faut aller voir la définition de ce que c'est que diffamatoire, des allégations diffamatoires. Donc pour ça, on va se rendre sur un site web qui est le service public, tout simplement.
et qui nous dit quelque chose, des informations intéressantes. Diffamation, la diffamation est une allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne. La diffamation peut être raciste, sexiste, homophobe, le relève d'une procédure spécifique permettant de protéger la liberté d'expression. Alors de quoi s'agit-il ? On ne va pas aller très loin, t'inquiète pas, c'est juste les deux petites premières colonnes. Une diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Peu importe que le fait en question soit vrai ou faux, mais il doit être suffisamment précis pour faire l'objet sans difficulté d'une vérification et d'un débat contradictoire. Il doit être possible de répondre par oui ou non à la question. Un tel a-t-il commis un fait ? Le fait en question peut être la commission d'une infraction pénale, comme par exemple la falsification, blablabla. Il y a diffamation même si l'allégation est faite sous forme déguisée ou dubitative ou si elle est insinuée. Par exemple, si l'auteur emploie le conditionnel, la diffamation est également caractérisée si l'allégation vise une personne non expressément nommée, mais identifiable si on donne sa fonction par exemple. Donc là, c'est tout à fait ce qu'il y avait dans la vidéo. Diffamation publique ou privée. Je ne sais pas si... Alors attends, la proposition de sociale... oui, voilà. La diffamation publique est une diffamation qui peut être entendue ou lue par un public étranger à l'auteur des faits. Sa victime est un cercle restreint d'individus liés à ces derniers. C'est le cas de propos prononcés en pleine rue, publiés dans un journal ou sur un site internet. Les propos tenus sur un réseau social peuvent aussi être considérés comme une diffamation publique selon le verrouillage, blablabla. Bon, je te mettrai les références de services publics, c'est assez intéressant. Donc, voilà. Là, donc, à la base, par rapport à ce qui a été dit, on peut considérer déjà que c'est de la diffamation. Ensuite, cette personne... Alors, le mot attaquer est peut-être un petit peu fort. Hein, elle a voulu alerter, de manière un petit peu virulente, sur le fait que ça manquait d'éthique, de morale. Donc, la définition d'éthique, qu'est-ce que c'est ? C'est la science de la morale. Donc, c'est l'ensemble des conceptions morales de quelqu'un, d'un milieu. Donc on va chercher ce que c'est que la définition de la morale, ça vient du Larousse tout ça. La définition de la morale, c'est la science du bien et du mal, la théorie de l'action humaine soumise au devoir, ayant pour but le bien. C'est aussi, dans la deuxième définition, l'ensemble de règles de conduite considérées comme bonnes. Donc bien ou mal. Donc je suis allé voir ce que c'était que la définition du bien ou du mal. Le bien, c'est ce qui est juste et c'est ce qui est moral. Et le mal, c'est contraire à un principe moral, à une obligation, c'est opposé au bien. Donc, tout ça, l'éthique, la morale, c'est ce qui est juste et c'est ce qui est moral. Si on prend la définition, en allant creuser un petit peu plus loin. Donc déjà, mon point de vue, qu'est-ce que c'est qu'une attaque ? Qu'est-ce que c'est qu'une diffamation ? Qu'est-ce que c'est que l'éthique, la morale, le bien, le mal dans toute cette histoire ? Donc maintenant, on va voir les attaques pour aller plus loin. Alors, j'ai repris ce qui a été dit dans la vidéo, donc je pense que c'est assez intéressant. Première, alors je considère ça comme attaque, mais attention, hein, prenons ça avec des pincettes. Hein, on n'a pas été attaqué avec un coup de couteau. Hein. C'est justement des mots qui peuvent être, à la fois soit diffamatoires, soit des allégations, soit des mots qui, dans la tournure de phrase, sont à charge. Hein, donc voilà, il faut bien définir. Donc, première information qu'il donne, on utilise des techniques de marketing. Bien, il faut savoir que le marketing, c'est très bien. Le marketing, c'est un outil. On peut faire le bien comme le mal. C'est comme avec un couteau. Avec un couteau, on peut faire un super gâteau pour le repas ou on peut tuer quelqu'un. Et le marketing n'est pas bien ou mal, malgré que beaucoup de personnes pensent que le marketing nous veut absolument du mal pour nous faire acheter plus, etc. Tout ça. Mais non, le marketing, c'est une excellente solution pour présenter ce que l'on a à proposer sous son meilleur angle et que les personnes comprennent l'ensemble des informations de manière claire et limpide et pertinente. Ça, c'est ma définition. Alors on peut dire, oui, il exagère un peu, Siegfried, le marketing, c'est pour faire vendre plus. Oui, effectivement, avec ça, on vend plus. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est intéressant de vendre plus avec ça. Deuxième chose, il y a de l'argent à se faire derrière. En parlant des hauts potentiels, il y a de l'argent à se faire sur les hauts potentiels. Alors, c'est pas qu'il y a de l'argent à se faire sur les potentiels, c'est effectivement, il y a un besoin chez les hauts potentiels, dont je fais partie. Il y a un besoin, il y a une souffrance parfois, et à ça, il faut y répondre. C'est un petit peu comme si tout le monde a une voiture, la voiture elle tombe en panne, donc il y a un besoin de réparer la voiture, donc il faut bien des garagistes. Et donc, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a de l'argent à se faire si les voitures tombent en panne ? Oui, automatiquement, il y a de l'argent à se faire, puisque il faut bien vendre une prestation, un service pour réparer les voitures. Là, excuse-moi de la comparaison, mais
on répare la santé mentale des personnes. Donc, il faut, d'un point de vue didactique et pédagogique, il faut proposer un tarif pour ces prestations. Sinon, l'engagement n'est pas le même. Il faut savoir qu'il y a vraiment un principe de didactique qui est que, et ça tous les thérapeutes, les psychologues le savent, même les médecins, il y a même des études scientifiques qui ont été faites là-dessus. Alors, je ne sais pas si je retrouverai les sources, mais en tout cas, c'est intéressant que tu les recherches. Si une prestation n'est pas payante, si un médecin ne fait pas payer sa prestation, si un psychologue ne fait pas payer sa prestation, si quelqu'un, de manière générale, ne fait pas payer sa prestation, son service, son produit, inconsciemment, il y a une dévalorisation de ce travail. C'est-à-dire, tiens, si c'est gratuit, ça n'a pas de valeur, et donc ça n'a pas d'effet. Et on s'est rendu compte en faisant des tests scientifiques comme ça, avec des statistiques, que effectivement, une thérapie gratuite fonctionne bien moins bien qu'une thérapie payante. C'est malheureusement comme ça, c'est un des biais cognitifs de l'esprit humain. Et donc, c'est une folie en tant que coach et thérapeute de faire une gratuité ou une remise sur un produit ou surtout un service de coaching ou thérapie. Donc quand on dit qu'il y a de l'argent à se faire, il faut faire payer. Après, bien sûr, il ne faut pas exagérer dans ce qu'il y a à faire payer, ça on est d'accord. Ensuite, il dit, oui bon, effectivement, on pourrait dire que ces gens font du bon travail, donc en parlant d'Antoine Pétavin, de moi-même, etc. Et il dit, oui mais je comprends bien que les gens puissent dire, attends, ils m'ont aidé ces gens-là, grâce à eux je me sens apaisé, je suis plus en harmonie avec moi-même, et c'est leur boulot qui a fait tout ça. Et là il répond en disant, je dis oui, je suis d'accord avec eux, leur métier, que ce soit coach ou psychologue, c'est d'essayer de pouvoir trouver des réponses à notre fonctionnement, nonobstant rémunération, bien sûr, donc là on est d'accord. Mais ce qui me pose problème, chez eux, là je cite, c'est le sous-jacent cheval de bataille de pouvoir se faire de la thune. Voilà, c'est dit. Je cite. Donc le cheval de bataille de pouvoir se faire de la thune. Là, c'est là où je comprends qu'il y a une certaine amertume, une certaine... comment dire, une amertume, on va dire, dans ces mots-là qui sont utilisés. Pouvoir se faire de la thune, moi je dis tout simplement, pouvoir obtenir une rémunération en échange de son travail pour que ce soit le plus efficace possible. Bref. Il dit aussi ces 4 personnes ont des contenus très intéressants. Donc c'est vrai que il dit qu'effectivement, donc a priori il doit écouter nos chaînes, et d'après ce qu'il explique, oui, puisqu'il est allé faire une bonne investigation. Il nous dit, l'argent c'est tabou en France, ils vont donc utiliser des techniques de marketing, sous-entendu que pour cacher qu'ils font de l'argent. Donc soi-disant, on va dire qu'on ne dit pas tout de suite qu'on va vendre des produits ou services. Alors là-dessus, nous c'est très clair, il y a une boutique en ligne, il y a des tarifs, il y a des prestations, comme quand on va dans un cabinet de médecin, le médecin ne va pas crier, ne va pas mettre un panneau à l'entrée de sa porte en marquant « ici c'est payant ». C'est sous-entendu que quand on vient prendre un produit ou un service, c'est payant. Donc effectivement que les stratégies marketing qu'on utilise sur YouTube, on ne va pas tout de suite dire tiens, clique dans le lien sous la vidéo dessous et tu vas dépenser de l'argent. Là, il n'y a personne qui le fait. C'est de la pédagogie pure et simple. C'est clique dans le lien ci-dessous, il y a une formation gratuite qui est offerte. Comme ça, dans un premier temps, tu vas pouvoir te faire une idée du travail que l'on propose, de la qualité du travail. Et si ça te plaît, si la formation gratuite t'a plu, j'insiste un peu, mais c'est fait exprès, si ça t'a plu, tu as la liberté d'aller plus loin avec le payant. Donc, on n'attrape pas les gens dans la rue comme on le faisait avant, devant les restaurants, en disant rentre manger ma bouillabaisse, là, comme on voyait sur le port de Marseille à côté. Il y avait des racoleurs qui étaient là pour faire rentrer les gens de force dans les restaurants. Bref, un autre message que je cite, je ne vais pas rentrer dans le débat de si c'est bien ou pas de faire de l'argent comme ça, mais moi, ce qui me dérange, c'est que la plupart des gens qui regardent les vidéos sont en phase de recherche avec elles-mêmes. Donc déjà, je m'arrête là-dedans. Déjà, quand on dit des choses comme ça, il faut annoncer des chiffres. Moi, s'il y a bien un truc sur lequel je suis à cheval, ce sont les chiffres et les faits. Donc, ce que la plupart des personnes, des gens qui regardent les vidéos sont en phase de recherche avec elles-mêmes. Dans le fond, je suis d'accord, mais c'est pas la majorité des gens. Nous, on fait souvent des sondages pour savoir quelles sont les problématiques rencontrées, et il n'y a pas juste la phase de recherche avec elle-même, il y a parfois des problématiques qui sont beaucoup plus précises. C'est parfois des parents qui ont des problèmes avec leurs enfants, c'est parfois des gens qui ont tout simplement des problèmes, par exemple face à les victimes des peurs narcissiques, sont tout simplement parfois des hauts potentiels qui cherchent un outil spécifique par rapport à leurs problèmes de sommeil, parfois à leurs problèmes de troubles du déficit de l'attention. Donc il n'y a pas que des gens qui sont en phase de recherche avec elles-mêmes.
Il nous dit c'est une phase de vulnérabilité et nous ne sommes pas en pleine possession de notre jugement pour juger si ce qu'on fait est bien ou pas. En disant qu'en fait, voilà, comme on n'est pas en pleine possession de ses capacités, on va tomber dans le piège d'acheter des choses derrière puisqu'on est en recherche et donc on est en position de faiblesse. Ok, ça marche, et j'ai pas peur de le dire, dans les sectes. Effectivement, on va mettre en position de vulnérabilité la personne et au fur et à mesure, elle va se faire endoctriner dans tout ça. Là, dans tous les processus qu'on utilise, et je connais aussi les autres personnes qui ont été citées dedans, il n'y a aucun processus d'endoctrinement. Il y a une liberté totale de partout, tout est clair et limpide. Simplement, avec pédagogie, on amène les personnes à découvrir nos produits et services de manière souple. On ne va pas crier comme sur un marché de poissons, à Marseille encore une fois. « Hey, il est beau mon poisson, viens l'acheter, il est pas cher, et 50% moins cher que celui du côté, et mon poisson c'est 25 € le kilo !» Et non, on n'est pas comme ça. On fait découvrir, on est quand même dans un monde civilisé. On fait découvrir les produits gratuitement, etc. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas de vulnérabilité. Oui, il y a une vulnérabilité chez certaines personnes, je suis d'accord là-dedans, mais il y a toujours une liberté d'aller plus loin ou pas. Il n'y a pas les gens, on ne vient pas chez les personnes dans leur domicile prendre leurs mains et appuyer sur la souris pour prendre une formation, un coaching, une thérapie. Donc il nous dit, je veux juste pointer du doigt les techniques de marketing pour qu'ils se fassent de la visibilité et donc plus de clients et donc de l'argent. Il y a l'idée de vendre un produit. Oui, et on l'assume, et je l'assume clairement, et je le dis clairement à chaque fois. C'est pas déguisé, on clique pas sur un bouton et puis de manière dérobée, il y a la carte bleue ou le compte PayPal qui va être débité. C'est toujours clair et net, il y a un tarif, il y a un produit, il y a une prestation à acheter. Et donc, oui, il y a de la visibilité, hein, donc il y a plus de clients automatiquement, et donc, effectivement, d'ailleurs, on fait de l'argent avec ça. Mais je vais t'expliquer pourquoi on fait de l'argent avec ça. C'est ça l'intérêt. Donc voilà. Ensuite, il reprend la reprise d'une vidéo qu'on a faite avec les objections, parce que oui, on s'était déjà fait attaquer là-dedans, et j'avais fait une vidéo pour expliquer, comme je le fais aujourd'hui, de manière très pédagogique, avec, il y avait des objections, je te mettrai le lien de la vidéo dessous, Siegfried n'est pas psychologue, il n'est pas légitime, l'UDHP c'est limite une secte avec un gourou, le bilan de douance n'est pas reconnu scientifiquement, l'UDHP c'est de mec-monnaie, l'UDHP joue trop sur l'effet Barnum, la douance c'est un phénomène de mode, bref, j'avais répondu à tout ça en donnant mon point de vue, comme j'essaie de le faire à chaque fois de manière pédagogique. Donc il reprend cette vidéo, et donc on a vu des vidéos de réponse, donc je t'ai mis les liens pour que tu ailles les voir dessus. Mais seulement, c'est dommage qu'il n'ait pas expliqué plus précisément ce qu'on disait dans ces vidéos-là. Il a juste pris les titres et il fait des commentaires dessus. Bon, bref. Ensuite, il va un petit peu plus dans l'attaque, je trouve. Il dit Siegfried était coach de vie et business coach avant de fonder l'université de haut potentiel. Donc, entre guillemets, j'ai compris en tout cas, peut-être de manière biaisée, qu'avant, il a eu une vie. Il cache sa vie d'avant, comme quoi il était coach de vie et business coach. Alors, il faut savoir que je suis toujours très transparent avec ça, et je le cite souvent, qu'avant j'étais directeur marketing de 2 logiciels, successivement de plusieurs entreprises, de 2 entreprises qui étaient leaders sur leur marché dans le marketing, et j'étais donc directeur marketing de ces 2 sociétés, donc il n'y a rien à cacher dedans. J'étais vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat, et ça je le cite toujours, et ça fait partie de ma multipotentialité de haut potentiel. J'ai un parcours de vie très éclectique, comme beaucoup de haut potentiel, touche à tout, avec parfois des moments de brillance, parfois des moments où ça brille pas du tout, et ça je le cache pas du tout, j'en parle tout le temps, et c'est justement parce que j'ai ces outils de marketing, que j'ai ces outils dans la matière, que je peux les utiliser comme un outil pour faire du bien aujourd'hui. Alors je dis pas qu'avant je les utilisais pour faire du mal, mais en tout cas, je suis transparent totalement avec ça. Il y a tout mon CV qui est disponible, il n'y a aucun souci. Ensuite, il nous dit, alors nous avons réalisé en 2020 350 détections de la douance et il y a 5331 élèves, donc ça génère beaucoup d'argent. Bon, là j'ai une petite erreur de calcul, il n'y a pas 5331 élèves qui ont passé un bilan, parce qu'il nous dit, voilà, si on fait le calcul, il y a 5331 élèves, ça représente 1 988 € de chiffre d'affaires en 2020. Donc déjà, si on faisait quasiment 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, on aurait pu développer beaucoup plus de projets cette année. Je serais bien content qu'on ait fait cet argent-là, parce qu'on aurait fait avancer de nombreux projets pour les hauts potentiels, et ça aurait été top, donc c'est pas le cas. On a effectivement fait 350 détections de la douance, donc ça a généré de l'argent, mais il faut savoir qu'une détection de la douance, c'est un premier rendez-vous d'une demi-heure en face à face, enfin en Zoom, un autre rendez-vous de 2 heures
pour poser les questions, pour faire le bilan. Et ensuite, il y a l'analyse de ce qui a été fait, le compte rendu et l'envoi du bilan. Donc ça prend beaucoup d'heures pour un bilan, hein. C'est énorme. Donc depuis en 2021, on a automatisé une partie de ce bilan-là, parce que c'était très chronophage, et puis même d'un point de vue pédagogique, c'était pas le plus pertinent, bref, c'est une autre histoire. Mais donc voilà, donc il y a une erreur sur les calculs, on fait pas autant d'argent, on a fait de l'argent, mais pas autant que ça. Ensuite, il nous dit Siegfried n'explique pas sur quels items c'est mesuré en parlant du bilan. Il dit voilà, il fait un bilan de douance, c'est pas très légitime, etc. On ne sait pas sur quoi c'est mesuré. Alors justement, oui, c'est bien expliqué. C'est pour ça que je dis c'est dommage que l'analyse n'ait pas été faite, parce que quand on va sur notre site, l'Université de Haut-Potentiel, et quand on va dans consultation pour une détection de la douance, il y a toute une vidéo de 22 minutes qui explique comment se passe une séance. Il y a l'explication de la consultation préalable obligatoire, donc on explique tout ce qui se passe dans la séance. Ensuite, on explique le bilan de détection de la douance. On explique exactement ce qui s'y passe dans ce bilan de détection de la douance. Et on a aussi toutes les méthodologies utilisées, donc ce qu'on fait, les troubles que l'on teste, l'intelligence émotionnelle, les outils d'évaluation clinique qu'on utilise. On se base sur des tests qui ont été créés et validés, donc on n'a pas tout inventé nous-mêmes. Hein. L'analyse du fonctionnement cognitif, tout est cité, voilà, dans toutes les ressources sont dans l'explication, donc ça peut paraître long, mais voilà, il y a même qui je suis dedans, voilà, bref, tout est expliqué en détail. C'est dommage que l'investigation, ne soit pas allée plus loin en disant, bah oui, en fait, on explique comment c'est mesuré, justement. Ensuite, il nous dit, le nom université est là pour mettre en place un biais cognitif et ça vend du rêve. Alors, ça vend du rêve. Alors, il faut savoir que quand nous, on a créé le nom l'Université de Haut-Potentiel, on est tout simplement allé voir si on pouvait utiliser le nom université. Et on n'a pas mis en place une commission de personnes machiavéliques pour se dire que ce nom-là allait nous faire vendre des choses. Non, c'est parce qu'au début, on voulait appeler ça l'école, mais l'école, je me suis dit, bon, ça fait un petit peu pour les enfants, l'école des hauts potentiels, enfin, c'est pas très sexy. Donc, je suis allé voir le nom université, est-ce qu'on peut l'utiliser ? Oui, on peut utiliser ce mot. Et il nous dit que non, en fait, l'université, enfin, il explique que l'université, soi-disant, enfin, on ne peut pas l'utiliser. Bon, j'ai pas la même interprétation. Nous, on a une autre information. Je suis allé voir la définition sur je crois que c'est encore sur le Larousse, l'université. Donc, au Moyen-Âge, c'est une institution ecclésiastique. Bon, ça ne nous concerne pas. Ensemble d'établissements scolaires relevant de l'enseignement supérieur regroupés dans une circonscription administrative. Université de Caen, de Paris, bâtiment d'université, ensemble du personnel enseignant et administratif de l'université d'un pays, ensemble des membres de l'établissement public et divers. Voilà, bon. Il n'y a pas de contre-indication légale par rapport à ça. Donc nous, on a utilisé parce que c'était beaucoup plus sexy de dire université que de dire école, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas de truc détourné, de biais cognitif. Ensuite, il nous dit, en espérant que le bilan psychologique soit réellement réalisé avec un psychologue. Alors, il faut savoir qu'on a une équipe avec plusieurs personnes. On a des coachs et des psychologues. Donc, oui, on a des psychologues au sein de l'équipe. Après, le bilan n'a aucune obligation. Moi, je suis allé voir dans la définition du bilan psychologique, parce qu'il nous dit qu'il faut que le bilan psychologique soit fait par un psychologue. Pour avoir le nom de bilan psychologique, non. En fait, pour un bilan psychologique, il faut juste... Enfin, c'est pas obligatoire, encore une fois. Il n'y a pas de définition légale par rapport à ça. Mais là, j'ai pris dans Wikipédia, il faut une anamnèse, un entretien clinique, la passation de tests, l'analyse des résultats au niveau qualitatif et quantitatif, le rapport d'analyse et la conclusion. Et nous, effectivement, on fait une anamnèse, donc il y a la séance d'anamnèse, il y a un entretien clinique, il y a la passation de tests, il y a l'analyse des résultats, il y a un rapport d'analyse et la conclusion qui est envoyée. Donc, je considère, enfin jusqu'à preuve du contraire, que c'est un bilan psychologique, puisqu'on fait un bilan sur la psychologie de l'humain. Le mot secte est employé plusieurs fois avec quand même un petit disclaimer ironique apparaît dans l'image avec humour. Donc c'est là où ça devient limite diffamatoire parfois, parce que voilà, on associe le mot secte avec quelque chose, même si c'est sur le ton de l'humour, c'est diffamatoire et donc c'est attaquable. Donc c'est là où voilà, bon, la chance que moi je prenne ça avec humour, mais il y en a qui le prennent avec beaucoup moins d'humour, qui pourraient attaquer légalement ce type de vidéo là. Donc après, il nous dit l'université est basée en Estonie pour payer moins d'impôts et de taxes.
Et donc, il nous met l'adresse URL de la société estonienne, de notre société en Estonie, avec le chiffre d'affaires. Bon, ça, c'est public, hein, mais bon, je trouve que c'est pas très délicat, c'est pas très gentleman de partager ça, même si c'est public. Alors, nous, l'université est effectivement basée en Estonie, mais c'est pas uniquement pour payer moins d'impôts et de taxes. Effectivement, on paye moins d'impôts et de taxes en Estonie, c'est vrai, mais c'est parce qu'on y habite, et j'y habite avec ma famille aussi. On est bien là-bas, surtout en ces moments un petit peu de trouble. On y est très bien en Estonie. On n'y vit pas toute l'année, hein. D'ailleurs quand tu regardes les vidéos tu le sais qu'on voyage pas mal, mais on a vraiment notre maison là-bas en Estonie, on a nos meubles, on a nos activités là-bas, on a des amis là-bas en Estonie, donc on y habite légalement là-bas et on y habite physiquement, et on a notre société qui est là-bas parce que effectivement on profite d'un statut fiscal qui est plus allégé, et pourtant on est dans la communauté européenne, hein. Donc voilà, il n'y a rien de particulier, on aime bien ce pays là-bas. Après il nous dit Siegfried avait créé l'université de la réussite moderne. Alors je te mets toutes les attaques, reste bien jusqu'à la fin parce qu'après j'explique la psychologie derrière, c'est là ça devient intéressant. Siegfried avait créé l'université de la réussite moderne, il n'est donc pas à son premier coup d'essai, et à cette époque il avait une approche agressive du marketing. C'était un marketeur à fond, il arrive donc du marketing. Et donc là il ressort des vidéos Dailymotion et des vidéos sur des chaînes de confrères de marketing, parce qu'effectivement j'avais fait des chaînes, des vidéos que j'avais supprimées d'ailleurs des anciennes chaînes YouTube, mais par contre j'avais des interviews de confrères dans le marketing qui m'avaient interviewé, donc ces vidéos sont toujours là, je ne suis pas allé demander à des confrères si tu pourrais pas supprimer mes vidéos, parce que j'ai toujours été en alignement avec moi-même. Voilà, et il nous dit son but c'est de pouvoir faire fructifier son entreprise. Donc je reviens sur avant que j'étais marketeur à fond, oui, avant j'étais dans le marketing, c'était mon métier, donc si je suis pas marketeur en étant directeur marketing, j'aurais pas fait mon métier. Et comme quand je fais quelque chose, je le fais toujours très bien et à fond, oui, j'étais dans le marketing, et effectivement, quand on parle à des entrepreneurs qui sont désireux de développer leur entreprise, effectivement, on parle de manière directe, on n'est pas dans le monde des bisounours, et on annonce les choses clairement, on annonce les stratégies clairement, mais j'ai toujours fait ça avec alignement, et je peux, alors ça n'engage que moi, hein, mais j'étais, puisque je suis plus trop de marketing, j'étais un des marketeurs les plus, éthiques déjà, oui, mais surtout les plus souples en termes d'approche de marketing, parce que je peux te dire que les marketeurs, même aujourd'hui, ça rentre dans le lard violent maintenant, hein, et même à l'époque aussi. Donc j'ai vraiment agressif. Marketing, je pense pas, mais bien sûr, ça n'engage que moi. Donc son but, c'est de pouvoir faire fructifier son entreprise. Oui, et je le dis clairement, haut et fort, et c'est transparent. Oui, l'université de haut potentiel, c'est une entreprise, et mon but, c'est de la faire fructifier pour justement pouvoir développer d'autres projets. Alors bien sûr, ça me fait vivre, hein, je le cache pas, hein. Ça me fait vivre, c'est clair, mais quand on atteint un certain niveau de développement personnel et de sécurité financière, l'argent n'est pas l'objectif ultime. L'objectif ultime, et d'ailleurs pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, c'est l'épanouissement. C'est de s'épanouir, c'est vraiment, c'est de s'épanouir. Et à ce moment-là, l'argent devient un outil pour développer des projets qui t'épanouissent. Et c'est pas pour m'acheter une Rolex, une Lamborghini ou un yacht, j'aime pas ça en plus. Je roule en camping-car Volkswagen, on part en vacances, on va faire des bivouacs dans la nature, alors parfois on se fait des jolis hôtels, mais c'est pas notre kiff d'être dans l'opulence comme ça, c'est pas notre spiritualité. Bref. Ensuite, il nous dit, justement, parlant de spiritualité, il a été intéressé par la spiritualité et il nous sort une capture d'écran d'un webinaire que j'avais fait il y a maintenant un petit moment d'ailleurs, qui s'appelle, je crois qu'il est toujours là, Trouver et matérialiser votre véritable incarnation d'âme avec la pleine conscience quantique. Ben oui, effectivement, je l'ai toujours dit, il y a une période de ma vie, il n'y a pas très longtemps, où j'ai vraiment fait une grosse introspection sur la spiritualité. J'ai vraiment travaillé pendant presque 1 an dessus, à un point même où j'en ai même fait une conférence pour apporter mes propres conclusions et ma propre aide par rapport à ça. Et donc c'est vrai que le titre peut paraître un peu bizarre quand on n'est pas intéressé par la thématique, hein, trouver et matérialiser votre véritable incarnation d'âme avec la pleine conscience quantique. Ben effectivement, quand on dit ça à un marketeur, il va te rironner, il va dire mais qu'est-ce que c'est que la conscience quantique, la matérialisation de l'âme? Et quand on s'intéresse à la spiritualité, oui effectivement, matérialiser sa véritable incarnation d'âme, on peut traduire ça par avec des mots plus simples, sa mission de vie, son feu sacré, sa douance, on peut dire aussi, avec la pleine conscience quantique. La pleine conscience quantique, c'est une méthodologie que j'explique d'ailleurs dans cette masterclass,
Alors quantique, c'est parce qu'il y a un rapprochement. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans toute l'explication, ça serait trop long. Bon bref, voilà, je trouve ça super intéressant. Donc, si vous trouvez la conférence, vous pouvez la voir. Elle est super intéressante. Et il termine en disant, continuez de regarder leurs vidéos, mais restez critique et curieux. C'est pour ça que voilà, c'était pas très méchant sur le fond, mais voilà, on va voir plus loin maintenant. Justement, où est le problème, je pense, là-dedans, et c'est d'employer la mauvaise énergie. Et on va voir justement ça. Donc l'exemple d'employer de la mauvaise énergie. Donc, moi aussi, je pourrais me prêter au jeu. Hein, si je veux, c'est pour ça que ça m'amuse. Je pourrais dire, bah tiens, je vais aller faire une investigation et je vais aller voir que cette fameuse personne, il a un Tipeee. Alors j'ai masqué à chaque fois la personne parce que moi, j'estime que je ne veux pas porter préjudice à ces personnes-là. Je préfère masquer les personnes. Après, vous pouvez faire votre analyse et aller chercher à droite à gauche, mais moi, je ne veux pas montrer, je ne montre pas ni le nom ni la personne. Et donc, oui, voilà, je peux dire, il a un Tipeee pour faire de l'argent. Bon, malheureusement, il récolte 0 euros par mois de dons dans ce Tipeee. Mais bon, voilà, il veut faire de l'argent aussi avec sa chaîne. Je pourrais dire aussi, tiens, il a plusieurs chaînes YouTube. Donc, il a une première chaîne YouTube où il partage plein de choses. En plus, c'est dommage parce que je suis tombé sur la vidéo parce que sa chaîne est intéressante, sa deuxième chaîne. Où il parle de choses qui l'intéressent, des jeux vidéo. Bon, ça a l'air d'être un geek qui fait beaucoup de jeux vidéo. Bon, sur cette chaîne, il y a peu de vues, c'est dommage. Sur la seconde chaîne, par contre, celle à laquelle je suis toujours abonné, il y a des choses qui sont assez intéressantes. C'est pour ça que j'étais abonné aussi. Voilà, et j'aime bien avoir une vision assez holistique de tout ce qui se dit au niveau du potentiel, des pervers narcissiques. Et donc la chaîne, voilà, il a fait plus de vues, je crois qu'il y a un peu plus de 20 000 abonnés, donc voilà, c'est une chaîne qui est intéressante aussi. Donc lui aussi, il a une visibilité dessus, donc il n'y a pas de mal à avoir de la visibilité. Voilà, après je suis allé voir son LinkedIn aussi, voilà, je peux dire, ouais, parce que lui aussi nous a mis des captures d'écran. Voilà, Alban, il est youtubeur, voilà, s'il est youtubeur, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il veut faire de l'argent avec YouTube? Enfin voilà, on peut utiliser, je me suis prêté au jeu d'employer la mauvaise énergie. Là, par exemple, je vais dire, tiens, je vais sur son site et je vois qu'il veut se faire soutenir en utilisant PayPal, de faire un don, Tipeee. Donc oui, effectivement, il veut monétiser son audience aussi. Et puis je suis allé voir dans son site internet et je suis allé chercher de partout, il n'y a pas d'information légale, alors que c'est obligatoire, donc il est hors la loi aussi sur son site. Et après, je peux aller voir son entreprise aussi, qu'elle est à Amiens, qu'il habite Aix-en-Provence, en plus on est voisins, on aurait pu boire un coup, enfin une partie d'année. Voilà, je peux faire tout ça, on peut aller voir ses compositions, puisqu'il est musicien, et dire voilà, tiens, Alban, il est musicien, il fait des compositions, donc derrière, même si elles sont gratuites au téléchargement, il y a une intention de se faire connaître. Voilà. Donc ça, tout ça, pour te dire, c'est de la mauvaise énergie. C'est se concentrer sur le négatif, se concentrer sur le problème. Et qu'est-ce que c'est? C'est toxique, c'est destructif. Et il n'y a pas d'évolution positive là-dessus. Et c'est pour ça que je reviens à la question que je posais au début. Quelle est l'utilité de cette vidéo? Est-ce qu'il y a une évolution positive à faire ça? Est-ce qu'il y a une évolution positive à proposer ça? Non, je pense pas. Je pense que ça aurait été mieux de mettre, au lieu de prendre un cas, par exemple l'université, ou Antoine, ou moi-même, ou David Lefrançois, tout ça, c'est de démontrer les biais psychologiques. Certains le font très bien sur Internet. Et c'est là que ça devient justement d'employer la bonne méthode, d'employer la bonne énergie. Donc, exemple de la bonne énergie, déjà, je renverrai tout d'abord vers les 4 accords Toltec, qui sont... C'est la base pour quelqu'un qui n'a pas encore fait beaucoup de développement personnel. C'est quand on a bien avancé dans cette thématique-là, le livre est un petit peu simple, mais quand on débute là-dedans, c'est un très bon livre. Qu'est-ce que disent les 4 accords Toltec? Je vais y arriver. Que votre parole soit impeccable, c'est-à-dire parler avec intégrité. Ne dites que ce que vous pensez. N'utilisez pas la parole contre vous, ni pour médire d'autrui. Alors, c'est pas d'autrui, ni pour médire autrui. Voilà. Donc, est-ce que le premier accord a été respecté? Non. Médire autrui, là oui. N'en faites jamais une affaire personnelle. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Donc voilà. Je pense que ce Alban, il en a fait un petit peu une histoire personnelle de tout ça, parce que il y a peut-être une certaine amertume derrière, un certain, je dirais pas peut-être jalousie, mais voilà. En tout cas, ça le touche émotionnellement pour qu'il ait envie d'en faire une vidéo, si l'intention est
bien sûr éthique. Ne faites aucune supposition, donc ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs, communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drames. Donc là, dans cette vidéo, malheureusement, il y a beaucoup de suppositions. Faites toujours de votre mieux. Votre mieux change d'instant en instant, quelles que soient les circonstances. Faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger. Voilà. Donc je pense que là, il a fait de son mieux, je pense, dans cette vidéo. Donc voilà, il y a un désaccord sur 4 qui est respecté. C'est intéressant, voilà. Deuxième information que je voulais partager, c'est quand on fait comme ça une sorte d'investigation journalistique, on se doit de respecter une certaine éthique. En tout cas, moi, c'est quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire à fond, et donc je me dirais, ok, si je veux faire un truc impartial, j'y vais. Et donc, il existe une charte d'éthique professionnelle des journalistes, qui est éditée par le Syndicat national de journalistes. La charte, je vous mettrai le lien en description, et elle dit des choses assez claires, vous pourrez tout lire, mais j'ai mis en rouge l'intéressant. Respecte la dignité des personnes et la présomption d'innocence. Voilà, donc c'est-à-dire, va pas me faire des allégations, ce qui a été fait. Tient l'esprit critique, la véracité, l'exactitude, l'intégrité, l'équité, l'impartialité pour les piliers de l'action journalistique. Tient l'accusation sans preuve, l'intention de nuire, l'altération des documents, la déformation des faits, le détournement d'image, le mensonge, la manipulation, la censure et l'autocensure, la non-vérification des faits pour les plus graves dérives professionnelles. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de journalistes qui respectent ça, mais bon, il faudrait le faire. Dispose d'un droit de suite qui est aussi un devoir sur les informations qu'il diffuse et fait en sorte de rectifier rapidement toute information diffusée qui se révélerait inexacte. Et ne confond pas son rôle, donc le journaliste, ne confond pas son rôle avec celui du policier ou du juge. Donc voilà, ça fait partie de la charte journalistique. Et je pense que voilà, c'est intéressant de se rappeler quand on s'amuse à faire des vidéos de cette sorte, qui peuvent vraiment porter préjudice. Moi, je le prends avec humour, mais je sais que certains collègues qui ne le prennent pas avec humour. Et donc l'exemple, il aurait pu dire que ces 4 personnes qui veulent apporter leur aide, voilà comment elles devraient faire selon mon point de vue. Ce que ce fameux, je crois que c'est Alban, dit, voilà comment elles devraient faire. Et pas dire voilà ce qu'ils font de mal. Là, c'est se concentrer sur le problème, ça ne fait pas avancer. C'est voilà comment elles devraient faire, selon mon point de vue, parce qu'à chaque fois ça n'engage que soi-même, pour faire quelque chose que je considère, moi, dans mon paradigme, plus éthique, plus respectueux selon sa vision. Voilà l'exemple qu'il faut faire, je donne l'exemple. Et en plus, je les contacte et je pousse l'investigation jusqu'au bout. Effectivement, comme certains journalistes l'ont fait avec nous, ils ne nous ont pas fait des articles très élogieux, mais ils nous ont contactés, bonjour, on fait un reportage sur ça, Capital, TF1, qu'est-ce que vous faites, combien vous vendez, nous on était toujours très transparents avec ça, mais je pose les questions pour avoir toutes les informations, pour ne pas se faire rétorquer, qu'on n'est pas assez loin, aller assez loin plus tard. Donc mes conseils, donc les accords de Siegfried, j'appelais ça les accords de Siegfried, donc ne pas critiquer, mais proposer des solutions. C'est ce qu'on fait toujours en coaching, en thérapie. Quand quelqu'un vient nous voir, on ne va pas lui dire « mais t'as mal agi, mais c'est n'importe quoi ce que t'as fait ». C'est non, on propose des solutions. Se baser sur les faits et pas sur des interprétations. Parce que parfois, il y a beaucoup de faits dans cette vidéo, c'est pour ça que c'est intéressant, mais parfois il y a des interprétations. Donc c'est là où ça devient... On est dans la borderline, dans la zone grise. Ne pas attaquer la personne, mais son comportement. Parce qu'un comportement peut être amélioré, la personne, quand on touche à la personne, c'est dommage. Moi, quand j'attaque le monde de la psychologie, je dis toujours, je n'attaque pas les psychologues, la personne. Les psychologues sont en général des gens passionnés, des gens qui ont fait ce métier-là, etc. J'attaque le métier de psychologue, le monde de la psychologie, le monde académique. Donc, je n'attaque jamais la personne. Voilà. Je ne dis pas donc Siegfried, je ne dirais pas, tiens, Siegfried a fait ci, Siegfried a fait là, il fait ça comme ça. Effectivement, cet entrepreneur, son entreprise fait ça, etc. Tendre la main pour aider. Effectivement, si quelque chose ne va pas, moi je tends la main pour aider. Et j'aurais dit, tiens, je pense que cette solution qu'ils ont, elle n'est pas la bonne, ça prête à confusion, ou j'aime pas ça. Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire changer ça? Qu'est-ce que moi je peux faire, entre guillemets Alban, je crois que c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens et trouver une meilleure solution à ce fonctionnement-là? En critiquant, déclenchant la guerre, c'est pas la bonne solution. Donc montrer le bon chemin, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, montrer l'exemple de ce qu'il faudrait faire. Et soi-même se comporter, c'est ce que disait Gandhi, comporte-toi comme tu voudrais, j'ai plus les mots, comporte-toi comme la manière dont tu voudrais voir le monde. Et donc c'est pas en allant, entre guillemets, attaquer les personnes qu'on fait changer positivement les choses. C'est en montrant le bon chemin, en étant pédagogue, didactique, ce que j'essaie de faire là, enfin en tout cas je l'espère, en tout cas tu me le diras dans les commentaires, n'hésite pas à me le dire.
En gros, entre guillemets, en conclusion, c'est être un phare dans la nuit. Moi, j'adore cette image, être un phare dans la nuit. Tu vois, ce phare au bord de mer dans la nuit qui va allumer la route pour les autres qui n'y voient rien, un petit peu en hauteur. J'adore être un phare dans la nuit. Et donc, ça, c'est la bonne énergie. Ça, c'est se focaliser sur le positif, sur la solution, sur l'évolution positive. Donc, essaye d'avoir une position un petit peu méta par rapport à ça et de voir justement quel est le mauvais comportement, quel est le bon comportement, et même chez toi, quel est le bon et le mauvais comportement, ou autour de toi, quel est le bon et le mauvais comportement, et justement, quelle est la bonne solution et la mauvaise solution pour faire avancer les choses et vivre dans un monde meilleur. Donc, mes recommandations, tu as vu, vidéo très longue, mais j'espère intéressante. Déjà, première chose, c'est une question de point de vue. Ce qui est bien ou mal correspond à ce qui bafoue ou non mes valeurs. Alors, pas mes valeurs, hein, c'est les valeurs de chacun. Hein. Et les valeurs sont des valeurs sociales et non universelles. Donc, quand quelqu'un a un point de vue comme Alban, j'espère que c'est le bon prénom, de ce qui est bien ou mal, c'est parce qu'en fait, ça le gêne dans ses valeurs à lui. Moi, par exemple, je le fais, ça ne me gêne pas dans mes valeurs de faire du marketing, de faire de l'argent, et je vais t'expliquer pourquoi après. Mais lui, ça le gêne dans ses valeurs. Et il faut savoir que les valeurs sont des valeurs sociales, culturelles. Les valeurs ne sont pas universelles. Il faut savoir, désolé des exemples, dans certains pays, se marier avec une fille mineure de 12 ans, c'est normal. D'exciser le clitoris de certaines petites filles, c'est normal. Enfin voilà, je vais pas aller dans des exemples dégueulasses comme ça, mais voilà, il y a des endroits où la mort, on fait ça en joie, on fait la fête quand on enterre quelqu'un. On est content même pour lui. Donc il y a des valeurs. Les valeurs sont sociales et culturelles et non universelles. C'est pour ça qu'on a tous des valeurs différentes en fonction de notre niveau social, notre culture, notre religion, l'endroit où on a vécu, les expériences qu'on a eues, qui fait que certaines choses, on se sent bafoué ou non. Dans le cas d'Alban, il n'aime pas qu'on fasse de l'argent avec les hauts potentiels. Deuxième chose, c'est une point de vue parce que l'argent est un outil. Comme je le disais tout à l'heure, l'argent c'est un couteau. Hein, on peut faire le bien comme on peut faire le mal. Et l'argent c'est un amplificateur surtout. Si on est dégueulasse, arnaqueur au début, l'argent va amplifier ça. Si au début, à la base, on est éthique, bienveillant, tout ça, l'argent va amplifier cette éthique et cette bienveillance. Moi, j'aime bien, j'avais lu beaucoup de choses sur Gandhi, il y avait une personne qui était dans son entourage qui disait Gandhi c'est très bien, mais Gandhi, sa pauvreté nous coûte très cher. Parce qu'en fait, il ne faut pas croire que Gandhi était vraiment pauvre, il était entouré de personnes qui avaient de l'argent et qui lui permettaient de mener le train de vie qui lui permettait d'avoir cette portée mondiale. Donc l'argent est un amplificateur. Gandhi était quelqu'un de bienveillant et l'argent qu'il avait avec lui était un amplificateur de cette bienveillance. Quelqu'un qui est machiavélique, qui a de l'argent, va fabriquer le pire des entreprises d'escroquerie au monde. Voilà. Donc l'argent est un outil et un amplificateur. C'est aussi une question de développement personnel et financier. C'est là que ça devient intéressant et je prends des notes, tu vas voir, c'est intéressant. Alors il faudrait de longues heures, années pour expliquer tout ça, parce qu'effectivement c'est un des piliers du développement personnel, le développement financier aussi. Mais je t'en fais un rapide résumé. Chacun a son thermostat financier. Est-ce que gagner 1 000 € par mois, c'est bien, c'est suffisant ou pas? Est-ce que gagner 10 000 €, c'est suffisant ou pas? Est-ce que gagner 100 000 €, c'est suffisant ou pas? Et je peux changer les mots. Est-ce que 1 000 € par mois, c'est éthique? Est-ce que 10 000 € par mois, c'est éthique? Est-ce que 100 000 € par mois, c'est éthique? Est-ce que c'est... laisse-moi retrouver le mot. Je ne l'ai plus qui me vient en tête, mais est-ce que c'est pas mal de gagner autant d'argent par mois, 100 000 € par mois? Est-ce que c'est pas mal de gagner 10 000 € par mois? Est-ce que c'est mal de gagner 1 000 € par mois? Encore une fois, c'est une question de point de vue. Certains pays, 1 000 € par mois, c'est 100 fois ce qu'ils gagnent par mois. 10 000 € par mois en Suisse, c'est pas grand-chose du tout. 100 000 € par mois, tout dépend où tu te situes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des personnes sur Terre qui gagnent plusieurs millions d'euros par mois. Et 100 000 € par mois, c'est même pas les frais de nettoyage de leur appartement. Enfin, j'exagère un petit peu les chiffres, mais voilà. Donc, chacun a son thermostat financier par rapport à son histoire de vie, par rapport à son état actuel. Et ce thermostat financier, heureusement qu'on peut le changer. Et il faut savoir que ce thermostat financier, c'est un plafond de verre qu'il faut casser pour passer au-dessus. Si bien sûr on a des objectifs différents, ce qu'on va voir. Et chacun a ses pensées, ses croyances limitantes. Surtout
sur l'argent, sur la santé, sur la religion, sur le social, etc., etc. On a tous des pensées sur l'argent. Voilà, est-ce que c'est bien ou mal de gagner beaucoup d'argent? La santé, on a des pensées, des croyances limitantes. Il y en a qui disent non, la médecine, le docteur généraliste, je ne vais pas les voir, je ne leur fais pas confiance, je préfère avoir des médecines en naturopathie, jamais je prendrai un médicament. Il y en a d'autres, c'est carrément l'inverse, on va dire mais c'est complètement des fous ceux qui prennent des plantes et des huiles essentielles pour se guérir. Voilà, donc c'est pensée, croyance. Religion, c'est pareil. Combien de guerres de religion ont été déclarées? Est-ce que c'était légitime tout ça? Parce que chacun avait ses pensées, ses croyances. Au niveau social, on a des pensées, des croyances. Combien de fois on fait des caricatures sur des groupes sociaux, sur des couleurs de peau, des accents, des trucs comme ça. Donc chacun a ses pensées et ses croyances limitantes. Donc tout ça, le point de vue, c'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de hauteur et de recul sur tout ça, c'est une question de développement personnel, tout ça. Le thermostat financier, l'objectif. Et donc tout ça, c'est une question de choix. Et donc d'objectif, c'est-à-dire de cible. C'est-à-dire qu'effectivement, si dans ma vie, reprenons l'exemple du thermostat financier, de la croyance limitante, question de choix, si par exemple dans ma vie je me dis, tiens, c'est vrai qu'effectivement, je fais le choix de rester dans ma petite vie, plan, et donc voilà, mon objectif c'est juste d'avoir une petite famille, comme ça, une petite maison, ça me suffit, je suis bien, je suis heureux, c'est super, c'est génial. Mais il faut comprendre qu'il y en a d'autres pour qui c'est pas ça. Il y en a d'autres qui veulent changer des choses. Et il y en a plein qui ont changé des choses. Gandhi, est-ce que tu crois qu'il voulait juste une petite maison plan-plan? Est-ce que Martin Luther King, il faut juste une petite maison plan-plan? Est-ce que Nikola Tesla voulait juste une petite maison plan-plan? Moi, par exemple, je ne veux pas une petite maison plan-plan. Ça me plaît aussi, mais j'ambitionne à changer, à mettre ma petite graine, ma petite goutte d'eau dans l'évolution positive de l'humanité. Et donc, c'est une question de choix et donc d'objectif, de cible. Quelle est la cible dans ma vie? Qu'est-ce que je veux atteindre? Une petite maison plan-plan avec ma femme, mes enfants, mon chien. Peut-être que 1000 euros aujourd'hui, c'est pas grand-chose, mais 1200, 1500, 2000 euros par mois, ça sera déjà très bien pour moi, je serai content. Mais il y en a d'autres pour qui ils ont besoin de plus. Plus pour développer des projets. Il y en a d'autres pour qui ils veulent plus pour briller plus. Et là, c'est qu'ils n'ont pas atteint le développement personnel nécessaire pour s'épanouir. Parce que l'argent, c'est assez simple, ne fait pas le bonheur. Il y contribue, mais il ne fait pas le bonheur. Donc porter une Rolex, conduire des voitures de sport, je l'ai fait à une période, c'est bien, mais c'est du plaisir ponctuel. Et après, ça descend aussitôt. Et on est dans un vide intérieur. La richesse n'est pas une richesse extérieure, la richesse est intérieure. Et qu'à partir du moment où on comprend ça, on commence à prendre du plaisir avec du minimalisme, avec des choses simples. Et à côté, l'argent, mais quand on atteint ce niveau de développement, de minimalisme pour le bonheur, parce qu'on se contente de choses simples, on n'a pas besoin d'une Rolex pour être heureux de lire l'heure. Moi, je la lis sur mon téléphone, ça me suffit. Et bien, quand on atteint ça, à partir de là, l'argent que l'on gagne, on se dit, mais qu'est-ce que j'en fais de cet argent? Je vais développer des projets avec cet argent-là. Je vais le réinvestir dans mon entreprise pour développer des projets qui vont m'épanouir au niveau de mes émotions et de mes valeurs, mais qui vont permettre à d'autres de s'épanouir avec moi. D'où l'idée, le message de phare tout à l'heure. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, nous, l'argent, et je t'en parlais un petit peu plus tard, on en fait des projets. Mais c'est pour aller plus loin. Je te disais donc que c'est une question de point de vue, c'est une question de développement personnel et financier, c'est une question donc de choix, et donc, à la base, si on va chercher vraiment au fond, c'est une question de mission de vie. Et là, je pose une question. Qu'y a-t-il d'inscrit dans ton ADN? Quel est le propre du vivant? Mais je te le donne, il est affiché, tu peux le lire. Donc. Le propre du vivant dans l'ADN, c'est apprendre, améliorer, transmettre. Apprendre, améliorer, transmettre. L'ADN, c'est un code génétique qui est là, qui peut se modifier avec ce qu'on appelle l'épigénétique et l'évolution. L'ADN qu'on a aujourd'hui n'est pas le même ADN qu'il y a eu au début de l'apparition de la vie sur Terre, donc il a évolué, il s'est complexifié. Et donc, à chaque étape de cette complexification, de cette évolution, il a appris, cet ADN s'est amélioré, et il a transmis aux générations suivantes, donc à leurs enfants, quelque chose d'amélioré. Et c'est le propre du vivant. Et moi, c'est vraiment ma philosophie de base, c'est apprendre, améliorer ce que j'ai appris et le transmettre. Et quand je suis père de famille,
ben, je le comprends encore mieux, et tu le comprends encore mieux si tu es père de famille ou maman, d'apprendre, améliorer ce que j'ai appris et transmettre. Et comme ça, c'est une réaction en chaîne positive. On améliore le monde dans lequel on est. Et c'est pas naître, consommer, critiquer, montrer le mauvais exemple et ne rien transmettre. Là, on est dans l'énergie négative. L'énergie positive, c'est apprendre, améliorer, transmettre. C'est ça. Et quand on veut apprendre, améliorer, transmettre, on se dit, bah, effectivement, quelle est la manière la plus efficiente, pertinente, rapide, facile, qui a le plus de portée pour faire ça? Bah, effectivement, l'argent fait partie de ces moyens-là. Il n'y a pas que celui-ci, mais l'argent est un énorme facilitateur pour permettre cette transmission, l'amélioration de la transmission de tout ça. Quand on a des objectifs, comme nous au niveau de l'université au potentiel, d'épanouir les hauts potentiels et leur permettre ensuite de rendre ce monde meilleur. Donc ce que j'en retire, alors c'est une citation que j'aime beaucoup, c'est d'abord ils vous ignorent, ensuite ils se moquent de vous, et ça je l'ai affiché dans mon bureau moi depuis des années, d'abord ils vous ignorent, ensuite ils se moquent de vous, après ils vous combattent, et à la fin ils veulent faire comme vous, ou entre guillemets vous gagnez. Donc c'est ce qui se passe dans tous les grands changements, et tu pourras l'avoir dans tous les livres d'histoire, enfin toute l'humanité, c'est qu'au début, les gens vont t'ignorer, c'est-à-dire qu'ils vont dire bah, tu n'existes pas. Et moi, à partir d'un moment, il y a un moment dans ma vie, on ignorait ce que je faisais. Hein. Ensuite, ils se moquent de vous. Il y a des personnes qui se sont moquées de moi. Mais de moi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Ça me dirait une secte, ton truc. C'est quoi là, avec vos trucs de haut potentiel? Enfin, on s'est moqué de moi dans tous les sens. Après, ils te combattent. Mais en ce moment, nous, on nous combat. Alors, il n'y a pas que ça, heureusement. Mais il y a des gens qui nous combattent. Et à la fin, ils veulent faire comme nous. Et entre guillemets, on gagne. Parce qu'en fait, on montre la bonne voie. Il y a un changement positif qui s'opère. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. Et après, derrière, effectivement, ils veulent faire comme nous. Ah là là, si je pouvais être comme Gandhi, si je pouvais être comme Martin Luther King, si je pouvais être comme Nikola Tesla, si je pouvais être comme... Mais il faut savoir que ces gens-là, au début, ils ne sont pas arrivés comme ça, ils ne sont pas nés sur un piédestal. Donc, ils ont tous eu ce parcours. On se moque de toi, on te combat, et à la fin, il va être comme toi. Et deuxième chose que j'en retire, donc déjà, ce que j'en retire, c'est déjà cette citation, elle se vérifie toujours, malheureusement, et ça, c'est juste une question de développement personnel. Hein. Et deuxième chose, c'est que l'apparence est trompeuse en vidéo. Il y a l'effet paradoxal de l'habit fait le moine. Et je sais que, par exemple, dans mon cas, on m'a toujours pris pour quelqu'un de très sérieux, on m'a toujours confondu avec un expert comptable, parce que, je sais pas, j'ai un physique, une manière de m'habiller qui fait strict, alors que je ne suis pas strict du tout. Mais c'est pour ça que parfois, ce qu'on montre en vidéo, ce n'est pas notre vie de tous les jours, c'est une version idéalisée de nous-mêmes, et c'est parfois une version biaisée de nous-mêmes. Et je sais que souvent, et c'est le problème que j'avais d'ailleurs dans le marketing, hein, c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à me remettre en question, c'est que quand on me voyait en vidéo en marketing, et quand on me rencontrait dans les événements en face à face, on me dit mais bon ça, mais Siegfried, mais t'es pas du tout comme dans les vidéos, quoi. T'es vachement plus profond, vachement plus sympa, t'es ouvert, tu es à l'écoute, alors qu'on dirait pas du tout ça. Et donc, parfois, sur le web, les vidéos sont un petit peu trompeuses, et on n'est pas les mêmes personnes qu'à l'intérieur. C'est pour ça que c'est dommage quand des personnes nous attaquent personnellement, parce qu'on n'est parfois pas les mêmes. Donc ce que je vais en faire, parce que ça c'est intéressant, moi c'est ce qui m'intéresse en tout cas, premièrement, continuer d'aider de plus en plus de personnes, parce que je t'ai mis ici notre ligne de conduite à l'université qu'on se dit tous les lundis à chaque réunion d'équipe, et je vais te le relire. Nous sommes une université de formation, de thérapie et de coaching, spécialisée dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel, que l'on appelle les atypiques. Notre mission est de créer une communauté d'1 million de hauts potentiels d'ici les 10 prochaines années pour les aider à canaliser leur surefficience afin qu'ils apprennent à s'épanouir avec leur douance et utiliser leur plein potentiel. Et notre vision, c'est de co-créer un monde meilleur grâce à une fédération internationale de hauts potentiels dont la mission sera de créer et d'innover dans différentes thématiques que sont la santé physique, le développement, l'épanouissement de la personne et l'abondance. Nos valeurs sont la découverte, la justice, la tolérance, l'altruisme et la détermination. Et c'est notre ligne de conduite à chaque fois qu'on doit prendre des décisions. Donc, si on veut créer une communauté d'1 million de potentiel et qu'on veut essayer de faire notre goutte d'eau dans ce monde, on ne le fera pas avec des cacahuètes et des haricots.
Si on veut avoir une communauté d'1 million de haut potentiel, et encore ce ne sera pas tout le potentiel, hein, mais si on veut faire ça en 10 ans, voilà, on ne le fera pas avec rien. Donc, avec les bénéfices que nous réalisons, on développe des projets ambitieux. Dans l'université, quand on gagne de l'argent, hein, quand on a des bénéfices, parce qu'il faut savoir que derrière, on a des choses à payer. Hein. Tous les mois, on a des plateformes à payer, des logiciels qu'on utilise, des prestataires que l'on paye, l'assistante Hélène pour le SAV, les coachs, le développement des outils. Il y a des frais qui sont là tous les mois. Et que quand il y a des bénéfices derrière, on crée des projets. Je ne suis pas en train de me dire « Waouh, on a gagné de l'argent, allez, tout sur le compte à Siegfried ». Déjà, ça ne marche pas comme ça une entreprise. Hein. Le chiffre d'affaires n'est pas l'argent de poche qu'on gagne, ça ne marche pas du tout comme ça. Il y a des charges de tous les côtés, les impôts en prennent, les taxes, etc., tout ça. Et donc, les bénéfices qu'il y a dedans, on fait des projets. Tiens, et si on créait un livre pour développer encore plus la portée de l'université et toucher de plus au potentiel, faire un livre, ça coûte des sous. Tiens, si on développait un nouveau bilan psychologique de détection de la douance, ouais, super, on le fait, mais ça coûte des sous. L'année dernière, ça nous a pris presque plus de 3 mois pour développer un nouveau bilan. Tester des plateformes, passer du temps, le temps c'est de l'argent, enfin tout ça, voilà. Et à chaque fois, il faut de l'argent. Engager des personnes. Les coachs, ils sont pas gratuits, il faut les payer. On a des psychologues, des coachs certifiés. Voilà, tout ça, à chaque fois, c'est des projets. Créer un événement en présentiel, ça coûte de l'argent. On n'est pas sûr que ça marche, notamment en ce moment. Voilà, tout ça, nous, on développe des projets à chaque fois. Et surtout, ce que je vais faire, ne surtout pas écouter les critiques non constructives. Moi, j'ai toujours écouté les critiques constructives, et quand je critique quelque chose, je donne toujours des propositions de solutions, mais je n'écoute pas les critiques non constructives. Quand on me dit dans les commentaires « Tiens, tu veux faire de l'argent avec le potentiel », même pas j'écoute. Parce que c'est pas dans mon objectif, c'est pas dans la vision, la mission qu'on s'est créée. Par contre, si on me dit franchement, tu donnes vraiment l'impression de vouloir gagner de l'argent, ça serait bien, tu vois, si tu pouvais changer et tester ces 3 choses-là. Peut-être mettre ça, peut-être faire ça. Et là, je vais dire, tiens, critique constructive, on me propose quelque chose. Waouh, là, ça va me permettre de me remettre en question et de tester quelque chose de nouveau, voir si ça fonctionne mieux. Donc, voilà, j'écoute pas les critiques non constructives. Conclusion, avant de... Alors, je sais pas si Alban va voir la vidéo. Alors, si Alban est quelqu'un vraiment de bienveillant, comme il dit, il devra mettre le droit de réponse de cette vidéo. Il mettra un lien dans les commentaires de sa vidéo, dans la description de sa vidéo, sur la vidéo que je suis en train de faire, pour le droit de réponse aussi, qui fait partie de la charte du journaliste, de l'éthique, on va dire. Et puis Alban, on est voisins, tu habites Aix-en-Provence, on avait même à se rencontrer, ça aurait été plus sympa en plus. En plus, j'ai vu qu'il faisait des compositions musicales, et nous, on cherchait les compositions musicales. Bref, ça aurait été intéressant. Donc, conclusion, est-ce que tu as aimé ce format de vidéo, de podcast, on va dire, en mind map? Un mind map, c'est les cartes heuristiques que tu as sous les yeux. Dis-moi en commentaire si ça te plaît, si tu en veux d'autres comme ça. N'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo qui est offert et soutenir cette chaîne. Oui, là c'est offert. Quand tout à l'heure on parlait de l'argent, on fait 80% de contenu offert, gratuit. Toutes les vidéos de la chaîne YouTube, tous les webinaires, c'est-à-dire les conférences. On fait aussi la première formation qui est offerte. Souvent, on fait des remises exceptionnelles. Voilà, on fait 80% de contenu. Et pour ceux qui le désirent, ils ont la liberté d'investir leur argent pour aller plus loin. Je dis bien investir, parce que nos formations, elles marchent super bien. On a 88% de taux de satisfaction sur les formations. Donc c'est énorme. Et donc n'oublie pas, nous sommes une communauté en avance ensemble. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Si ça n'a pas marché pour toi jusqu'à présent, c'est que tu n'as peut-être pas le bon mode d'emploi. Donc comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et je terminerai avec que la force soit avec toi. Passe une excellente journée, soirée, et n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me donner ton avis sur cette vidéo.